Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel sur le calcul d'une dalle aux Eurocode 2. On va faire une comparaison entre robot structurisé, structure Bridgian et un calcul manuel au besoin. Donc, le principe, c'est une dalle assez simple hein, sur deux côtés avec des charges de dalle classiques de 100 kg par mètre carré et 500 kg d'exploitation, bien sûr en kilonewton par mètre carré, avec une épaisseur de 20 cm et un béton C2530 classique au Eurocode 2 avec les annexes nationales françaises. La charge sera de catégorie A. Donc si on regarde, on a par les ABAC un moment qui a un rapport LX sur LY de 0,6, ce qui nous donne le mu que vous pouvez lire de 0,0820 et le mu Y de 0,3289, d'accord? Donc avec ça, on en détermine les moments sous cas simple dans une direction et dans l'autre. Notez que j'ai fait l'hypothèse, vu qu'on va calculer en premier des aciers, de prendre nu égale 0 comme si le béton est fissuré. Bon, on verra après si cette hypothèse est valide ou pas. On a pris une section de 20, donc pour 6 mètres de portée, vous voyez, on est au 30e. Donc si on prend les tableaux avec un faible pourcentage d'armature à 0,5, il faudra un élancement de telle sorte que la dalle fasse 22,5. Voilà, pour aller jusqu'à D. Donc, histoire de voir un petit peu ce qui se passe et pas être dans les critères où on n'a pas besoin de vérifier la flèche. Naturellement, quand vous faites ça, quand vous définissez un coefficient de Poisson à 0 dans Robot, vous avez un message qui dit que le coefficient de Poisson est incorrect parce que c'est pas très physique d'avoir un coefficient de Poisson à 0, mais c'est un message du corrélement fini, mais les résultats sont tout à fait valables. Donc entrons dans le vif du sujet. Donc vous voyez le moment calculé sous Excel à partir des ABAC, on a 14,48 et on trouve 14,59 sous robot et on trouve également 14,59 sous Structural Bridge Design. Notez qu'en fait on a un maillage coque dans les deux cas, sous Structural Bridge Design et sous robot, à 50 cm. Donc si on regarde toujours dans le même sens, hein, dans le sens principal de flexion, on retrouve des moments très proches avec 0,7 à 0,9% d'écart. Et on retrouve exactement les mêmes entre robot et Structural Bridge Design qui ont tous les deux un maillage coque à 50 cm. Si on regarde dans l'autre direction, d'accord, donc premièrement on va regarder les cartographies sous le poids propre. Donc on retrouve un moment de 4,76 sous Excel et on trouve 4,80 sous robot et 4,79 sous Structural Bridge Design, donc assez proche. Donc ça fait un écart entre le calcul manuel et robot ou Structural Bridge Design de 0,8%. Donc si on regarde l'ensemble des résultats, on voit les éléments. Alors notez bien sûr que le moment donné par la BAC, c'est pas le moment au centre, puisque c'est pas là qu'il est max. C'est à peu près, bah, vous voyez, comme si on traçait les lignes de rupture à la demi-longueur de la petite largeur de la dalle. Voilà. Et là encore, on retrouve des moments identiques entre Structural Bridge Design et robot, et très proche du tableau du calcul manuel. Donc là, j'ai voulu aussi faire varier, si vous voulez, la taille des éléments finis, donc je les ai raffinés. Vous voyez, donc on trouve 46,64. Donc on augmente un petit peu le moment. Idem si on met moins. Et puis après, si on augmente, en fait, parfois, vous voyez, on a même une augmentation du moment, donc c'est pas lié à ça. Où il y a vraiment une différence, et c'est là que je vous le mets, c'est par exemple quand j'ai pris une maille de 2 mètres, donc forcément il n'y a que 3 mailles sur l'élément. Et donc si vous voulez, les éléments, bon, plaques et coques d'ailleurs de robot, même si là c'est plutôt des plaques, en fait ils ont des fonctions de forme de premier degré. Donc si vous voulez, en fait il faut des nœuds au milieu pour retrouver le moment max. Et donc forcément quand on n'a pas de nœud au milieu, on ne retrouve pas ce moment max. Donc voilà, c'est ça ce qu'il faut faire. Donc d'un point de vue pratique, bah, si on raffine et qu'on a à peu près le même ordre de grandeur du moment, bah, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément de raffiner. On peut conserver le maillage actuel. Et si en maillant, on trouve que finalement ça va vraiment influer sur les résultats et les sections d'acier mis en place, et ben, il faut raffiner.
Voilà. Donc maintenant, on va regarder le moment, le comoment, MXY, d'accord? Donc là, on a regardé les moments forfaitaires dans une direction, dans l'autre direction. Mais il y a aussi, si vous voulez, tous les moments qui sont liés à de l'intégration de cisaillement dans une direction autre que forfaitairement sous X ou Y. D'accord? Et donc on retrouve très bien là, vous voyez, le principe de ligne de rupture. Donc on voit très bien qu'en gros, pratiquement, ben en fait, ça va fléchir de bord à bord, ici vers les angles, alors que forcément au milieu, le MXY est nul, puisqu'au milieu, on a vraiment une flexion qui est vraiment principalement suivant le petit côté. D'accord? Et donc, on va s'appuyer sur les moments recomposés de Wood-Armor. Donc, les moments de recomposés de Wood-Armor, là, on va les prendre appliqués, bien sûr, euh, c'est appliqué au repère local du panneau. D'accord? Et donc, ici, ça change, vous voyez, légèrement la forme, où on avait une forme vraiment ovoïde. Là, on retrouve cette recomposition de moment de flexion qui allait de bord à bord, dans une direction et l'autre direction. Et c'est bien sûr à partir de ces moments, donc là j'ai affiché MX bas et MY bas, puisqu'en haut il ne se passe pas grand-chose, d'accord, pour calculer section d'acier. L'idée aussi, c'est que j'ai comparé ces moments de Wood-Armor recomposés entre Structural Grid Design et robot, et forcément on retrouve des choses très proches. D'accord. Idem dans l'autre direction, d'accord, sous la petite direction, mais on voit que là il y a quand même un pic ici, avec cet effet de flexion qui va de bord à bord, qu'il faudra pas négliger quand on arme la dalle. L'étape d'après, c'est que je me suis intéressé à la flèche, donc là on va calculer la flèche de référence non fissurée, d'accord, donc uniquement avec le béton. Donc avec la bac, on trouve une flèche de 4,025, d'accord, millimètres, et sous robot et structure Grid Design, on trouve à peu près la même chose à 4,036 et 4,038, d'accord. Notez que là, j'ai bien mis un coefficient de Poisson à 0 dans robot pour retrouver ces moments-là. D'accord, donc j'ai créé un nouveau matériau parce que le C2530 par défaut, il a un coefficient de Poisson à 0,2. Donc une autre idée, pour vérifier également, je me suis dit j'ai pris la charge équivalente quasi permanent, avec G plus G' plus 0,3Q, je l'ai mis sur une poutre de 6 mètres, d'accord, avec une barre en béton, donc d'1 mètre de large et de l'épaisseur de la dalle, de 0,2. Et bon, j'ai pris en compte les informations du cisaillement. Bon, dans ce cas-là, vu qu'il y a quand même une section de cisaillement qui est importante, comme toutes les sections en béton, ça change moins. Mais j'ai refait le calcul sous Excel, je retrouve exactement la même chose que sous robot, forcément en poutre. Maintenant, on va passer au calcul d'acier. Donc forcément, mes aciers principaux, je les veux dans ce sens, d'accord? Donc j'ai choisi une direction principale du ferrage suivant l'axe global Y, d'accord? Donc ici, ça permet aussi de faire, vous voyez, des éléments rayonnants ou autres. Si vous laissez automatique, c'est forcément suivant le repère local. Mais après, vous n'êtes pas sûr qu'il bénéficie des meilleurs bras de levier si vous ne l'imposez pas. Donc là, j'ai laissé les matériaux dito modèle de structure, d'accord, un C2530, les aciers FE500. Et ici, j'ai laissé 90 jours et unité relative du changement à 80%. D'accord, et j'ai paramétré à 0,3 la taille de largeur des fissures admissibles. Et donc là, j'ai mis, vu que c'est une dalle intérieure, un enrobage de 1, et il y a un delta CDF de 1 en plus, donc ça fait 2, et avec du diamètre 10, ça fait 2,5 jusqu'au centre de gravité des aciers, d'accord. Moi, bon, je sais qu'une section mini, je sais les sections mini qu'il y a besoin dans mes dalles, donc je préfère en cartographie afficher aucune, comme ça je vois où il n'y a pas besoin d'acier dans mes dalles, d'accord. Donc si on regarde ces sections, donc vous voyez, calcul manuel classique, j'obtiens 6,39 et là, robot me donne 6,42. D'accord. Donc si je regarde les autres, voyez, donc là, c'est vrai qu'on aurait tendance à regarder plutôt Wood-Armor, mais vu qu'on est au milieu, il n'y a pas de différence entre MXX forfaitaire sur l'axe XX et Wood-Armor. D'accord. Si on prend l'autre cartographie, donc là, bon, le point max est pas au milieu. Au milieu, on a 13,5 kN/m. Vous voyez.
que ce soit en Wood Armor et en MYY. Mais en fait, ce pic-là est lissé, si vous voulez. Bon, il reste à la même valeur, à 15,1, mais en fait, la valeur max, c'est ici. Donc si je regarde un petit peu cette cartographie, vous voyez, au milieu où j'avais 13,5, et ben en fait, j'ai 1,9, on retrouve le 1,9 ici. Ici, on retrouve le 2,1, d'accord? Et la pointe qui est ici avec le 30,4, ben on retrouve 4,4, d'accord? On peut aussi imposer soi-même une cartographie. Donc là, j'ai voulu mettre une limite franche à 6,36 pour voir la limite du ST65C. J'ai fait avec les deux méthodes, hein, Capramori et Wood Armor. Donc Capramori est beaucoup plus précise parce que ça prend mieux en compte les efforts de traction-compression. Donc si vous avez des voiles au séisme, des choses comme ça, il faut bien sûr utiliser Capramori. Puisqu'en fait, on va tourner et recompositionner ces efforts de traction-compression sur les différents MXX, MY, Y, NXX, NYY, en tournant autour des éléments pour retrouver un optimum, alors que Wood Armor, l'algorithme est beaucoup plus simple. C'est vrai que sur les dalles, ça va à peu près 5 fois plus vite et ça donne les mêmes résultats, on va dire. S'il n'y a pas d'effort de traction-compression. Et on voit ici les répartitions, c'est globalement la même chose. C'est un petit peu les éléments. Mais j'illustre ça parce que vous allez voir, dans le calcul d'ouverture de fissure, on a une différence. Donc là, je reprends le calcul d'ouverture de fissure. Donc, il faut savoir que quand on a une action française avec des Eurocode 2, on va calculer bien sûr l'inertie du béton seul. D'accord? Donc ça, c'est le moment critique de première fissuration sans les aciers. Mais on va tenir compte des aciers. Donc on recalcule, on va dire, un nouveau barycentre des aciers plus du béton, la nouvelle position du centre de gravité et l'inertie non fissurée, mais avec les aciers. D'accord? Et de là, on en déduit un moment MCR avec acier, qui, vous voyez, on passe de 17,3 à 19. D'accord? Et donc voilà, là j'ai refait une cartographie pour montrer à peu près où c'était 19. Donc forcément, dans cette partie, bah, on a un comportement béton-armé, on va dire, fissuré, alors que tout le reste, en fait, on a un comportement homogène orthotrope. Notez que avant, j'ai calculé la flèche juste avec le béton, donc c'est pour ça qu'après, on peut avoir des coefficients de rigidité plus petits que 1, puisque en fait, vous voyez que quand on rajoute l'acier, on a plus de rigidité que uniquement le béton. Voilà. Donc si je prends l'ouverture des fissures, donc la largeur, je prends le coefficient de fluage qui est dans la note de calcul, bon j'aurais pu le calculer mais je ne l'ai pas fait. Ici je prends mon moment ELS quasi permanent, d'accord. Je prends l'enrobage, plus on va dire le demi-diamètre, donc le C global hein, qui est de 25. Le béton c'est un FCK 25, alors là aussi il ne faut pas se tromper ou on va dire prendre un ancien béton du BL, un B25, puisqu'ils n'ont pas les mêmes modules Young, donc ça pourrait changer. Bon, après, ça ne va pas non plus changer, mais c'est quand même l'idée. Et du coup, les sections d'acier, donc là, je reprends mon section d'acier théorique à 6,42. Le coefficient instantané qu'on n'utilisera pas, le coefficient alpha ST où j'ai le module Young plus F, d'accord. Et du coup, ça, c'est ce qui va ici revenir, d'accord, en l'ancien N, on va dire coefficient d'équivalence. Pour ceux qui sont familiers avec le BL. Du coup, bon, j'ai mon bras de levier D de 17, je calcule, on va dire, calcul classique béton armé pour savoir la contrainte équivalente dans les aciers, avec ce coefficient d'équivalence. Je trouve 217, d'accord. Donc là, ici, je rappelle que le delta CDF, il vaut 1, c'est pour ça que j'ai 1 plus le demi-diamètre, donc ça me fait bien 17,5. D'accord. Ensuite, le ACEF dans le cas des dalles, donc c'est la formule qui est en bas. Je retrouve cette valeur de 0,0496. Ici, les valeurs de K utilisées sont repris de l'annexe nationale française avec de l'Eurocode 2. Voilà. Donc ici, on est à 3,4. 0,8, 0,5 parce qu'on est en flexion. On est bien sûr en acier achat. Le ratio d'acier-béton et le SR max poutre à 21,7 cm. Donc ensuite je déroule, hein, j'ai hésité à mettre les détails mais je trouve que c'est toujours intéressant pour pouvoir suivre plus facilement. Le SR mass dalle, donc j'ai un espacement si vous voulez théorique de 12,2, hein, du HA10 tous les 12,2 ça donne 6,642.
et le SR Max poutre à 19,4 avec l'espacement 21,7. Donc là, on est en courte durée, non, on est en longue durée, et du coup, FCTEF c'est 2,6, ce qui donne un ESM moins ECM de 0,60, on va dire, et au final, une ouverture des fissures de 0,130, calculé à la main, et robot m'affiche 0,131. Bon, après, avec toutes les décimales, il y aura peut-être eu des petites différences, notamment sur le coefficient de fluage. Donc on voit que si vous voulez, c'est pour ça que je vous ai affiché au début les sections d'acier suivant Capramori et Wood Armor, que l'ouverture WK, donc tout à l'heure je vous ai présenté ça, est pas tout à fait la même parce que les sections d'acier sont pas tout à fait les mêmes calculées dans le cas de Capramori et dans le cas de Wood Armor. Voilà, d'accord. Bon, après c'est pas ça qui va vraiment beaucoup changer. Et ici, on va regarder les coefficients de rigidité. D'accord, donc on trouve donc ici un coefficient de rigidité de 2,4. Ici on est fissuré, donc on trouve beaucoup moins. Donc la rigidité c'est l'inverse de la raideur. Donc là on a 6 fois moins de raideur si vous voulez que l'inertie du béton homogène. D'accord, alors que là on n'a que 2,5 fois. D'accord, donc en X moins dans ce sens-là et en Y moins dans l'autre sens. Donc là vous voyez, l'autre sens on est à peu près homogène à 2, 5, 2, 4. Voilà, ça dépend. D'accord, donc l'idée, c'est que dans le règlement, parfois, en fait, c'est pas tout ou rien. C'est-à-dire que si on est totalement fissuré, on va faire un ratio. Donc nous, l'idée, c'est qu'on va calculer ces éléments en fonction des ratios totalement fissurés ou pas totalement fissurés. Mais on va raisonner, vu que les déformations sont proportionnelles inverses aux raideurs, on transforme la formule, et du coup, on en obtient une inertie efficace, on va dire, qu'on qualifiera de réelle, donc qui peut être fissuré ou non fissuré, par élément fini ou par élément. D'accord? Voilà. Donc ici, si maintenant je veux retrouver ce coefficient de rigidité, comment est-ce que ça se passe? Donc idem ici, je reprends en fonction de 90 jours et 80% d'humidité le coefficient de fluage de robot, un 5,33, d'accord? Je calcule 1 plus coefficient de fluage, bon, l'acier 200 GPa, le béton 25, je reprends les, enfin c'est d'un robot mais c'est les tables, en fait, tableau de 3 de l'Eurocode 2, et le FCTM que vous avez déjà vu pour le calcul de MCR, mais je le reprécise là pour avoir un calcul complet. D'accord, donc ça donne un ECEF de 12,2 GPa et un coefficient alpha qui est de 15,3. D'accord, bon, c'est pas très loin du 15 qu'on avait l'habitude de prendre. Juste le 1 il est déjà soustrait parce que dans le calcul d'inertie du béton qui suit, la section de béton est déjà prise en compte complètement sans soustraire la section d'acier. Voilà. D'accord, donc on refait le calcul de fibre neutre et on trouve la contrainte. Ensuite, on calcule le ratio entre le moment critique et le moment sollicitant, le bras de levier, d'accord. Et du coup, on en déduit l'inertie fissurée à ce point-là, d'accord. Donc du coup, si je calcule l'inertie du béton fois le module Young du béton, donc là c'est que le béton, fois l'inertie, on va dire, enfin divisé par l'inertie fissurée multipliée par le module Young équivalent fissuré, j'obtiens ce ratio de 5,93. Et robot, si j'affiche une décimale de plus, on trouve à peu près la même chose à 0,05%. D'accord, donc c'est ça. Donc naturellement, robot, il fait, là je vous ai fait le calcul au point central de la dalle. Robot, il le fait en tout point, en fait à chaque nœud, et vous affiche la cartographie sur l'ensemble des éléments finis. D'accord, lissé. Comment robot calcule ensuite la flèche béton? Donc si vous voulez, en fait, il admet que c'est un ratio entre ce coefficient D sur B global et la flèche RDM. C'est pour ça que j'ai vérifié la flèche RDM sous plusieurs façons. D'accord? Et donc, après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le point, donc D sur B max, c'est là le point le plus fissuré du panneau, d'accord, avec un coefficient de poids égal à 0,75. Et ensuite, il fait la somme des rigidités en XY de l'ensemble du panneau, et ça intervient pour 25%. D'accord?
Voilà, donc ça c'est la rigidité élastique. Donc comment est-ce qu'il fait la valeur moyenne sur l'ensemble du panneau? Donc en fait, on introduit ici le coefficient CF qui est image, on va dire, de la forte sollicitation de Wood Armor. Donc ici pour déterminer CF, il faut avoir les moments de Wood Armor dans les deux directions, d'accord? L'idée c'est que bon, peut-être qu'on a un gros moment dans une direction mais aussi beaucoup d'acier, et un moment pas très important dans l'autre mais peu d'acier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que ce moment, ce coefficient CF intervient. Donc de là en fait, si vous voulez, on affiche les moments de Wood Armor dans les deux directions, d'accord? Et on va venir calculer ce coefficient CF. Donc si le rapport MXX, enfin le rapport en valeur absolue du moment suivant XX et YY est inférieur à 0,25, CF il vaut 0. D'accord, ça veut dire qu'on masque en fait la rigidité dans une direction, ça veut dire que la fissuration elle est que dans un sens. Et si le rapport est inverse, il vaut 1, donc on masque dans l'autre sens, hein, c'est l'idée. Et entre les deux, on fait un ratio entre ces deux moments. D'accord. Donc là, j'ai réexporté sous robot, donc vous sélectionnez l'ensemble et vous faites un clic droit exporter en CSV, hein, il vous donne ce tableau. Donc ce qu'il faut, c'est bien prendre à la fois les MXX, les aciers, donc pour que ce soit peut-être un peu plus parlant. Donc si je prends la première ligne, vous voyez, on a MXX, enfin la valeur absolue qui vaut 6,48, MY qui vaut 22, d'accord, c'est là où j'ai pris le moment max, d'accord. Donc le ratio, il est supérieur à 0,25, d'accord. Donc j'applique le coefficient CF ici, et donc je retrouve un CF qui vaut 0,0294 qu'on voit ici. Donc là j'ai 5,95 et ici 2,38, d'accord. CF qu'on vient de calculer précédemment, et donc l'inertie en XY, d'accord. Donc moyenne des deux directions, on va prendre 2,49. Donc l'idée, vous vous souvenez, c'est de faire la moyenne sur l'ensemble du panneau. D'accord, donc ici on a 2,35 de moyenne, d'accord, puisque c'est le D sur B moyen. D'accord. Et donc ce D sur B moyen, il vaut 2,35. On avait vu que le point max vaut 5,95. Donc si je fais le calcul, donc 0,25 fois 2,35 qu'on vient de calculer, plus 0,75 fois 5,95, ça nous fait une réduction, on va dire, de 5 fois de l'inertie RDM. D'accord. Vu que la flèche RDM était de 4 mm, ça nous donne une flèche de 5 x 4, 20 mm. D'accord. On trouve à peu près la même chose avec les décimales sur robot à 2% près. D'accord. Donc ça c'est la flèche U béton armé que vous avez. D'accord. Donc si on peut comparer ça, pour moi c'est plutôt la flèche totale ELS quasi permanente. Donc si on regarde la flèche totale, ça serait le 250e, on serait à 24. Là on trouve 20. Bon, pour moi ça serait bon. D'accord. Donc il y a une méthode plus avancée. Vous voyez, donc quand on calcule au début, on n'a pas le choix, on n'a que calcul, mais une fois qu'on a calculé une fois et qu'on a les sections d'acier, on peut passer en vérification. Et on peut passer en vérification avec mise à jour de la rigidité élément fini. D'accord. Alors par contre, il faut sélectionner le cas. Donc moi c'est facile, c'est le LS quasi permanent. Et donc ce qui va se passer, c'est que là, chaque élément fini va se voir attribuer sa rigidité en XY lié justement à la réduction. Donc par exemple, ici on aura 2, au centre on aura 8, d'accord. Il faut voir que sur la dalle, vous voyez, il y a que 1/6 qui est fissuré, d'accord. Et donc ailleurs, par contre, Robot, ce qu'il fait lui, il regarde si on a fait un moment critique de première fissuration. Si on a une sollicitation qui est inférieure, il applique un coefficient de 0,2 à l'élément fini. Ça inclut, vous voyez, le calcul d'inertie des plaques, ici. Et donc, si vous voulez, chaque élément fini, voilà, va avoir une raideur modifiée en X et en Y. D'accord. C'est comme si vous aviez un petit panneau, et là, un cinquième de la rigidité, plus exactement. Voilà. D'accord. Et donc là, on va trouver une flèche de 11 mm. D'accord. En réaffectant la raideur élément fini à tous les éléments. D'accord. Voilà.
Pourquoi? Parce que donc on avait la flèche initiale. Forcément, ici, jusqu'au MCR, on a l'inertie qui est pas fissurée, mais on a quand même le fluage des éléments, ce qui fait qu'on a quand même une réduction. D'accord? Et au milieu, donc c'est fissuré, donc là on a peut-être voilà, un sixième, ce que j'ai mis à peu près à l'œil. Et donc on a une déformée qui vaut à peu près ça. D'accord? Euh, donc si je reprends, on va dire, la limite OL sur 250 de la flèche totale, bon là, vous voyez, cette méthode est moins sécuritaire, peut-être un peu plus juste. Alors il faut quand même voilà, prendre avec des pincettes, mais en fait on réaffecte à chaque élément fini sa raideur au sens des Eurocode 2. Ok. Quelque chose aussi, mais c'est plus une réflexion, là j'ai pas fait le calcul, c'est que non, nous on fait l'hypothèse d'être parfaitement rotulé, ce qui fait que forcément la dalle sur cette partie elle n'a pas du tout de fissure, elle a qu'au milieu. En réalité, bah, forcément il y a des murs, il y a des éléments, il y a des chaînages, qui fait qu'elle a peut-être un premier degré d'encastrement. Et si ici, vous voyez, on met pas les aciers classiques de 0,15 M0, etc., on peut avoir beaucoup de fissures, ce qui fait qu'au final, c'est pas dit que la flèche, euh, si vous voulez, totalement rotulée soit vraiment enveloppe, quoi. D'accord? Donc c'est quand même à prendre avec des pincettes, mais c'est plus une réflexion dans le cas global. D'accord? Donc arrivé là, ce que vous allez faire, c'est vouloir mettre en place vos treillis soudés ou vos barres achats. Donc deux grandes méthodes. Forcément, si vous venez de Revit, vous pouvez remettre à jour les résultats et les cartographies. Donc ici, vous avez les cartographies. Ou plus simplement, si vous voulez superposer un plan de coffrage sur AutoCAD, hein, vous pouvez exporter en DWG et après, ça fait des calques. D'accord? Donc là, c'est juste enregistré sous, donc j'ai pas refait d'autres captures d'écran. Quelque chose qui est moins connu dans Robot, et donc c'est pour ça que je voulais aussi vous le présenter. En fait, dans Robot, après, il y a le ferrage aussi réel des éléments BA pour les dalles. D'accord? Et donc, vous pouvez calculer en automatique des éléments, mais vous pouvez aussi calculer en manuel. Donc, par exemple, vous avez le droit entre treillis soudés plus barres ou uniquement des barres, donc certaines longueurs, etc. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé en manuel et j'ai gardé qu'une seule grande surface, d'accord, pour mettre ce que j'avais déjà en tête, un ST65C où on a 636 dans les deux directions. Donc, on voit ici 636, d'accord. Et en fit sup, donc ici sur 1,50 m, j'ai mis du coup un ST10. D'accord? Donc là, en fait, vous créez ici des zones. Vous venez ici, vous faites clic-clic, ça crée la zone, et après vous choisissez le treillis soudé. Et lui, en fait, dans la zone que vous écrivez, il va vous afficher le max, d'accord? Ce que vous avez choisi, et vous vous dites si ça passe ou pas. Alors là, bon, c'est vrai que ça passe pas. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, j'ai beaucoup plus qu'un ST10 finalement, hein. C'est aussi ce que je veux vous montrer, c'est que des fois, on met ces 0,15 M0 un petit peu forfaitairement, mais bon, au calcul, des fois, il y a besoin de plus qu'un petit 1 mètre de ST10. Voilà. Sachant que pour Robot, quand il fait son calcul, si vous voulez, de flèche, bah lui, en fait, il prend ses aciers théoriques. D'accord? Donc, il prend le 5,9, 5,49, etc. Donc, des fois, justement, pour mieux voir un petit peu entre ce qu'on pensait mettre en place et ce qu'il y a en place, donc ici, vous pouvez basculer sur cartographie du ferrage, et là, vous pouvez avoir AS qui est la différence entre les aciers théoriques et les aciers mis en place. D'accord? Donc on voit par exemple que ben, ici, il m'en manque un petit peu. Ici au centre, bah ouais, 6,36, et vu que j'avais 6,42, bah, il m'en manque 0,06, hein, d'accord? Bon, je me dis, je mettrai peut-être quelques renforts en barre. Et il m'en manque aussi, vous voyez, finalement, à l'angle ici, hein, d'accord? Avec ce MXY qu'on a tendance des fois à un petit peu négliger ou pas recombiner, tout simplement. D'accord? Euh, et l'avantage aussi, c'est que bah, forcément, là j'ai un ferrage qui est mis en place, et sur le même principe, je peux revérifier ma flèche, mais avec ce ferrage, on va dire réaliste, ou en tout cas ce qui sera vraiment exécuté plutôt sur chantier. Donc une réflexion que je me suis dit, bon, on a tous calculé des dalles avec le module poutre, et donc je me suis dit, bah, je vais refaire le même élément. Donc je vais régler en fait, comme sous robot bien sûr, mon âge de désétaiement et de mise en charge, d'accord? Donc tout est coffré pendant 90 jours et étayé pendant 90 jours, d'accord?
et je retrouve les 80% d'humidité. Notez que dans le module d'exécution poutre, on peut, si on veut forcer, d'ailleurs aussi dans le module coque, forcer le coefficient de fluage. Bon, j'ai envie de dire pour ceux qui connaissent le BEL, pour retrouver le 2 qu'on avait l'habitude de prendre, qui donne un n égale 15 facilement. Et aussi, on peut forcer un coefficient psi pour les flèches de la recommandation de la FFB pour les Eurocode 2. On le verra plus tard. Donc là, ce que j'ai fait, concrètement, j'ai regardé mes moments sous cas simple que j'avais déjà eu ici. Je recalcule une charge équivalente sur une poutre sur 2 appuis, d'accord, qui me redonne les mêmes coefficients sous cas simple. D'accord. Donc ici, si je regarde, donc forcément le moment élu quand même pour vérifier, je retrouve la même chose, 46,05 et 46,02 à des petits arrondis près. Donc naturellement, j'ai fixé mon enrobage à 1 avec un delta CF de 1 et un enrobage au centre de gravité. Et du coup, vous voyez, on trouve 6,16 cm² et 6,42 d'enrobot. Donc je pense que RoboPoutre n'est pas designé, il prend un bras de levier un peu plus supérieur en première approximation, puisqu'après il fait une vérification avec le vrai bras de levier. D'accord. Et une ouverture des fissures à 0,131, donc la même que dans le module coque. Donc forcément, dans RoboPoutre, on ne peut pas calculer avec des aciers théoriques, donc je ne vais pas pouvoir calculer avec 6,42. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris au plus proche, donc j'ai pris 9H à 10, d'accord. Donc j'ai fixé ici, vous voyez, Nmin égale Nmax égale 9, pour avoir une section, et naturellement j'enlève les cadres, et les chapeaux, j'ai gardé que 9 barres de 8, pour avoir à peu près l'ST10, d'accord. Donc celle-là, je vous la représente pas, je l'ai déjà présentée, hein, mais l'idée c'est que là, en fait, on va avoir des points de calcul de rigidité le long de la barre, d'accord, on n'est plus bidirectionnel, et donc le long de cette barre, on calcule une inertie efficace équivalent qui intègre le coefficient psi énoncé dans l'Eurocode. D'accord, donc 5 points c'est par défaut. Donc si on regarde la première flèche, la flèche totale, d'accord, le L sur 250, où la limite était de 24, ici on trouve 13,8 avec 5 points de rigidité et 13,9 avec 11 points. D'accord. Et si maintenant je regarde la variation de flèche, d'accord, donc le L sur 250, sur 500, qui donne 12 mm, avec 5 points on trouve 10,7, d'accord, et avec 11 points on trouve 10,8. Voyez, dernière flèche qu'on peut calculer dans RoboPoutre, et c'est pour ça aussi que j'ai introduit RoboPoutre, c'est que on a la flèche au sens des Eurocode 2 avec les recommandations de la FFB qui, bon, s'inspire naturellement de la flèche nuisible du BEL. D'accord. Donc on a les éléments, donc c'est toujours le 500e jusqu'à 7 mètres, donc on est à 12. D'accord. Ici, j'ai pas forcé, on va dire, les coefficients pour retrouver ce que j'avais en module coque, parce que sinon, ça n'aurait pas été en élément. Et donc, la variation de flèche, ou flèche nuisible au sens de la FFB, d'accord. Vous voyez ici, je trouve 11,4, 3,2, 3,2. Donc I, c'est instantané et V, c'est long terme. D'accord. Et du coup, on trouve une flèche nuisible de 8,2 pour naturellement 12. Donc, pour moi, cette dalle passe au dimensionnement. D'accord. Bon, on a vu quand même pas mal de résultats. Donc, bon, la flèche, on va dire, de base qui sert de référence, j'ai décalé un peu, qui est de 4 mm, la flèche RDM non fissurée. On voit que sur béton armé, quand on prend la moyenne à 0,25 de l'ensemble du panneau et 0,75 au point le plus grand, on a du coup 20 mm. D'accord. Si maintenant on va dire, on prend les points de rigidité et on réinjecte dans un calcul élément fini coque les rigidités en XY, on n'a plus que 11. D'accord. Si finalement on fait ce travail mais avec le ST65 en fibre basse et ST10 en fibre haute, on a 10. Bon, ça ne change pas grand chose. Donc là, je m'attache aux flèches plutôt totales, donc c'est pour ça que j'ai mis la flèche de la poutre béton armé avec. Là, on était à 13,8, d'accord. Et alors là, c'est vrai qu'on ne bénéficie pas de l'effet coque, d'accord, avec le coefficient de Poisson qui vaut 0,2 là où c'est pas fissuré, et qui modifie un peu la répartition des moments et du coup de la flèche. Et si maintenant on regarde la variation de flèche, OL sur 500,
Donc là, bon, je vais comparer ce qui est un peu comparable, mais on va dire la variation au sens de l'eurocode de corps du texte, on a 10,7 et si on regarde la flèche nuisible, on a 8,2. Donc je vais faire une autre vidéo avec plus de manipulation que je vous invite à regarder au besoin. Merci.